Salut Léo! Bonjour Sam. Bon, tu sais quel jour on est? Vendredi. Pourquoi Sam? Mais parce que c'est un jour spécial aujourd'hui! Ah oui, c'est le jour des frites à la cantine. Mais non, c'est la Saint-Léonard, alors bonne fête mon Léo! Un cadeau! J'adore! C'est moi qui l'ai fait! Oh ben ça, je ne l'aurais pas deviné. Alors, je suis comment? Splendide! Alors, en ce jour de la Saint-Léonard, nous avons une petite question de Kenzo de Namur. Pourquoi l'eau de mer est salée? J'ai bu la tasse la semaine dernière à Ostende et c'était franchement pas délicieux. Merci Sam. Me voilà Léo, regarde ce que j'ai ramené. Alors ici on a un échantillon d'eau douce que j'ai pris dans l'eau de la Sambre à Namur et là un échantillon d'eau de la mer du Nord. Quoi? Tu es allé à la mer sans me le dire? Je suis désolée Léo mais je pouvais pas perdre de temps. C'est pas un petit sujet hein, la salinité de l'eau. La salinité? Je n'ai jamais entendu ça. Eh bien, la salinité de l'eau, c'est la quantité de sel qu'on retrouve dans l'eau. On appelle ça aussi la teneur en sel. Mais bon, avant toute chose, il faudrait déjà savoir d'où elle vient cette eau de mer. Et c'est parti mon kiki! Alors, connaissez-vous le point commun entre le corps humain, la terre et tous les autres êtres vivants comme les arbres ou les animaux? Oui, moi je sais. Ils contiennent beaucoup d'eau. Exactement. Presque 3/4 de la Terre est recouverte d'eau. C'est pour ça qu'on l'appelle la planète bleue, comme la couleur des océans. L'eau qui recouvre la Terre se trouve sous différentes formes. D'abord, on distingue l'eau salée de l'eau douce, c'est-à-dire l'eau qui est très peu salée. L'immense majorité de l'eau sur Terre, 97% pour être exact, est salée. C'est l'eau qu'on trouve dans les mers et les océans. En comparaison, il y a très peu d'eau douce, 3% de toute l'eau de la Terre. On trouve cette eau douce dans les rivières, les lacs, la vapeur d'eau de l'atmosphère, l'eau souterraine et dans les glaces polaires par exemple. D'ailleurs, plus de la moitié de l'eau douce présente sur la Terre est sous forme de glace. Et au final, seulement 1% de l'eau de la Terre est de l'eau douce liquide. On la trouve sous terre et aussi en surface. Eh bien, ça fait beaucoup d'eau salée tout ça. Et est-ce que l'eau est salée partout pareil, dans toutes les mers et dans tous les océans? Pas tout à fait. Regardez ces 3 exemples. Selon qu'on soit dans l'océan Atlantique, en mer Méditerranée ou en mer Morte, eh bien la quantité de sel ne sera pas la même. On va dire que ces eaux ont une salinité différente. Par exemple, si on prélève 1 litre d'eau dans chacun de ces endroits, eh bien on va mesurer des quantités de sel qui diffèrent. Regardez, par exemple, dans l'océan Atlantique, on a mesuré qu'il y avait plus ou moins 35 grammes de sel par litre d'eau. Dans la mer Méditerranée, eh bien, on a mesuré environ 38 grammes de sel par litre d'eau. Hop. Et dans la mer Morte, au Proche-Orient, eh bien, là-bas, on a mesuré jusqu'à 260 grammes de sel par litre d'eau. Cette eau-là, elle est réputée pour être vraiment très salée. Regardez. Oups. Bon, c'est pas trop grave, hein. Voilà. Cette eau-là, elle est tellement salée qu'on peut flotter dedans sans bouée. Avec tout ce sel, elle ne doit pas être bonne à boire. Ah non, on ne peut pas boire l'eau de la mer, même les moins salées. Ça vous rendrait très malade. Et l'eau douce qu'on trouve dans la nature alors? Elle a 0 sel? Et on peut la boire? Alors non, elle n'a pas 0 sel. Pour être considérée comme de l'eau douce, elle doit avoir moins de 10 grammes de sel par litre d'eau. C'est-à-dire moins d'1% de sel. Hop. Et cette eau-là, on peut la boire. Tu dis qu'il n'y a que 3% d'eau douce sur Terre. Avec toute la pluie qu'on voit tomber sur la Belgique, c'est assez difficile à croire. Il n'y a pas que la Belgique sur Terre. Et 3%, c'est vrai, c'est vraiment pas beaucoup quand on sait toute l'eau qu'il y a sur la Terre. Et en plus, cette eau, on ne va pas la retrouver seulement sous forme de pluie, on va la retrouver dans différents états. Dans tous ces récipients, nous avons de l'eau douce.
Ici, eh bien, elle est à l'état liquide parce que sa température est comprise entre 0 et 100 degrés Celsius. Nous avons ici de l'eau à l'état solide. Pourquoi? Eh bien, parce que sa température est en dessous des 0 degrés Celsius. Et ici, vous pouvez voir que l'eau se transforme en gaz. Il y a de la vapeur parce que grâce à ce réchaud, l'eau a été chauffée à une température de plus de 100 degrés Celsius. Donc, vous pouvez voir qu'en fonction de sa température, l'eau se trouve dans différents états. Liquide, solide et gazeux. Bon, c'est bon? Vous avez tout retenu? Oui Sam, l'eau peut se trouver dans 3 états différents, solide, liquide ou gazeux, selon sa température. Exactement. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'eau, eh bien, elle est un peu spéciale. Contrairement aux autres matériaux, quand elle devient solide, elle va se dilater. Ça veut dire que son volume va augmenter. Et à l'inverse, quand elle reprend son état liquide, elle va se contracter. Ça veut dire que son volume va diminuer. Une des conséquences de ce phénomène, eh bien, c'est que les glaçons flottent sur l'eau. Et maintenant, je vais vous projeter une image et vous allez devoir y trouver l'eau dans tous ses états. Vous avez trouvé? L'eau à l'état solide, elle se trouve sur la montagne sous forme de neige et de glace. L'eau à l'état liquide, eh bien, elle est dans le lac. Et puis l'eau à l'état gazeux, elle est dans l'air, sauf qu'elle est invisible. Eh bien, on ne risquait pas de la repérer. Bon, on vient de voir que l'eau, elle pouvait être dans un état ou dans un autre, et donc qu'elle pouvait se transformer. Eh bien, chacune de ces transformations porte un nom. On regarde ça? Si on passe de l'état liquide à l'état gazeux, ça s'appelle la vaporisation. Et l'inverse, lorsqu'on passe du gaz au liquide, c'est la condensation, comme sur les vitres de la salle de bain quand on prend une douche. Si on passe de l'état liquide à l'état solide, c'est la solidification, comme lorsqu'on fabrique des glaçons. Et l'inverse, c'est la fusion, si la glace fond. De l'état gazeux à l'état solide, c'est aussi la condensation. Là, c'est quand il fait vraiment très très froid, que tu souffles sur une vitre et que ça forme directement de la glace. Et pour finir, de l'état solide à l'état gazeux, c'est la sublimation, que tu peux par exemple observer quand il fait très froid et sec et que la neige s'évapore sans passer par l'état liquide. Elle ne laisse donc pas de flaque d'eau à terre. Ok, mais toute cette eau dont tu parles, Sam, elle vient d'où? Eh bien, l'eau qui est présente sur notre planète aujourd'hui, c'est la même que celle qu'il y avait déjà il y a des millions d'années. Ça veut dire que l'eau qu'on boit, eh bien, c'est la même que celle que buvaient les dinosaures à l'époque. Waouh. Comment est-ce que c'est possible, ça? Écoutez bien. Sur notre planète et autour de notre planète, l'eau suit un parcours de façon naturelle. On appelle ça le cycle de l'eau. Oh, mais j'ai une super maquette pour vous montrer ça. Attendez, je vais la chercher. Je vous propose maintenant de nous intéresser à l'eau des mers et des océans. Grâce à l'action du soleil, l'air à la surface des océans va être chauffé. Il va être plus léger et monter en altitude. Avec lui, il va emmener des molécules d'eau qui, elles aussi, ont été chauffées et qui vont se transformer en gaz. On appelle ça l'évaporation. C'est une vaporisation qui s'effectue à la surface de l'eau grâce à la chaleur et au vent, et cela sans même que l'eau ne doive bouillir, et donc elle ne doit même pas faire 100 degrés. Et il existe un autre phénomène similaire lorsqu'on fait du sport ou qu'il fait chaud. On transpire. Notre corps rejette de l'eau sous forme de gouttes. Le même phénomène se produit avec les arbres. Sous l'effet des rayonnements du soleil, les arbres vont transpirer et de l'eau sous forme liquide va suinter des feuilles de l'arbre. Ensuite, la chaleur du soleil va, comme pour les océans, transformer cette eau liquide en gaz. C'est l'évapotranspiration. Nous disions donc que l'eau des mers, des océans et puis des êtres vivants s'élève sous l'action de la chaleur et sous forme de vapeur. Elle va monter en altitude là où il fait beaucoup plus froid. Et avec cette température beaucoup plus basse, elle va se transformer en gouttelettes d'eau liquide. On appelle ça la condensation. Ces gouttelettes d'eau, elles vont se rassembler pour former un nuage. Et si ce nuage, il reste là-haut, eh bien c'est grâce à des courants d'air qui vont le maintenir en suspension. Observons la condensation grâce à une petite expérience. J'ai fait chauffer de l'eau de mer au micro-ondes pour qu'elle soit très très chaude. Comme vous l'avez vu, je l'ai colorée en bleu. Et puis je l'ai placée dans un bol plus grand.
Maintenant, je vais prendre un autre bol et je vais venir le positionner comme couvercle. Comme vous pouvez le voir, l'eau va venir tout au-dessus du couvercle qui lui est beaucoup plus froid. Et avec la différence de température, eh bien, ça va provoquer une condensation. On va pouvoir voir toutes les petites gouttelettes d'eau qui viennent se coller au couvercle et s'agglutiner entre elles. Et que va-t-il se passer avec notre nuage après que toutes les gouttelettes d'eau continuent à s'agglutiner? Après plus ou moins 8 jours, notre nuage va devenir tellement lourd que les gouttes d'eau vont tomber. C'est ce qu'on appelle les précipitations. Et cette eau qui tombe des nuages, eh bien, elle n'est pas salée. Et pour comprendre ça, eh bien, revenons-en à notre bol. Ici, on voit bien que toutes les gouttelettes d'eau qui étaient venues s'agglutiner à notre couvercle, eh bien, sont retombées quand elles sont devenues trop nombreuses. Je vais ouvrir, hop, et je vais aller goûter l'eau. Mais d'abord, regardez, avant, elle était bleue, et maintenant plus. Je vais goûter. Hé hé, elle n'est plus salée. Alors ici, je vous parle de la pluie. Mais les précipitations, en fonction de la température atmosphérique, elles peuvent avoir plusieurs formes. Elles peuvent être sous forme de pluie, mais aussi de neige ou de grêlons. Eh bien, je n'aimerais pas m'en prendre sur la tête une grêle pareille. Mais dis-moi, qu'est-ce qui arrive ensuite à nos précipitations? Imaginons que ces gouttelettes, elles tombent sur nos montagnes. Eh bien, s'il fait froid et que ça arrive sous forme de neige, la neige va rester à la surface. Par contre, si c'est de la pluie, eh bien notre eau, elle va ruisseler tout le long de la montagne. C'est ce qu'on appelle le ruissellement. Et elle va ruisseler jusqu'à rencontrer un ruisseau, une rivière, un lac, un fleuve. Et pendant son trajet, eh bien, elle va cogner la roche. Et elle va emmener avec elle du sodium, du calcium, du potassium, du magnésium qui vont se combiner entre eux pour former du sel. Et puis cette eau, elle va arriver à l'embouchure des fleuves. À ce moment-là, notre eau est un tout petit peu salée, mais elle va venir se mélanger à l'eau salée de la mer en y ajoutant sa petite dose de sel. Et comme on l'a dit tout à l'heure, sous l'action du soleil, notre eau va s'évaporer. Mais attention, il n'y a que l'eau qui s'évapore. Le sel, lui, il reste dans la mer. Et c'est pour ça qu'à force, eh bien, il y a une accumulation de sel dans la mer. Et c'est pour ça, Kenzo, que l'eau de la mer, eh bien, elle est salée. Impressionnant! J'allais oublier, mais toute l'eau des précipitations ne va pas jusqu'à la mer. Une partie de cette eau va réussir à se frayer un chemin à travers les sols. Elle va traverser plusieurs couches, de la terre, des graviers, du charbon, du sable. Et elle va arriver jusque dans une cavité souterraine naturelle, une nappe phréatique. Et tout ce chemin, de l'eau qui part de la surface pour arriver jusque dans la nappe phréatique, on appelle ça l'infiltration. L'eau qui arrive là-bas, elle va être filtrée par toutes les couches qu'elle a traversées. Dis Sam, je pense à cette affreuse grêle. Est-ce qu'on peut prédire quand elle va tomber? Ou s'il va pleuvoir, un peu, beaucoup ou énormément? Mieux vaut le savoir avant de sortir du bureau des questions. Mais oui, tout à fait, on peut anticiper quand des précipitations vont tomber et aussi comment le temps va évoluer. Et ça, grâce aux données récoltées par les stations météorologiques. On y trouve tout un tas d'instruments comme le pluviomètre. Lui, il va nous permettre de mesurer la pluviométrie, c'est-à-dire la quantité d'eau qui est tombée sur une certaine région pendant un certain temps. Ça vous dit qu'on en fabrique un? Trop bien! On va fabriquer un pluviomètre! Mais Sam, il doit être gigantesque ici en Belgique, où il pleut tout le temps! Non mais n'exagérons rien non plus, hein. Bon, on y va? Alors, pour commencer... Attends Sam, ça sert à quoi de mesurer la quantité de pluie? Ah bah, ça sert à plein de choses. Ça va permettre d'étudier le climat et de voir si les différentes zones climatiques, elles évoluent ou non. Et puis en agriculture, on va pouvoir savoir si les plantes, elles ont assez à boire. Et puis, si pas, eh bien, on va pouvoir s'adapter. Et pour les inondations aussi, on peut mieux suivre la situation et donc mieux s'en protéger. Vous voyez, ça sert quand même à plein de choses, hein. Ok Sam, construisons un pluviomètre. Ok, c'est parti. Pour réaliser cette activité, on va avoir besoin de matériel. Une bouteille en plastique, 1 mètre pour mesurer, ça peut aussi être une règle, du ruban en papier, du scotch, de quelque chose pour découper, des ciseaux, un cutter, un couteau, hop, un marqueur et surtout
une seringue. Vous êtes prêts? Alors, on va commencer à fabriquer notre pluviomètre. Tout d'abord, on va essayer de distinguer la partie de l'entonnoir du reste de la bouteille. Bon, ici, ça me semble bien, on va mesurer. Hop, voilà, je vais faire un petit trait et je vais mettre mon scotch en papier. Je vais faire en sorte que ce soit le plus droit possible. Hop. Voilà. Hop. Et puis, je vais faire une petite entaille avec mon cutter. Bon, faites pas ça tout seul, hein, parce que c'est quand même un peu technique. Maintenant que j'ai fait une petite encoche, je vais venir découper tout autour de ma bouteille. Je vais faire de mon mieux pour que ce soit le plus régulier possible. Voilà, nous avons ces deux parties-ci, d'accord? Je vais enlever mon petit scotch. Je vais le mettre là. Et notre eau, elle va venir ici, elle va tomber dans toute cette surface et puis elle va venir s'accumuler tout au fond, jusqu'ici, retenue par le bouchon. Et voilà, on a notre entonnoir. Dis-moi Sam, pourquoi on a besoin d'un entonnoir? Parce que si on utilisait un récipient avec des bords droits, eh bien, on devrait avoir des lunettes vraiment très grossissantes pour arriver à avoir la toute petite quantité d'eau qui vient s'accumuler ici. Et puis, on va à un moment devoir graduer ça pour voir quelle est la quantité exacte qui est tombée. Et donc, on va mettre des petites barres, des petits traits. Et avec un récipient comme celui-là, nos petits traits, ils vont être tellement rapprochés qu'on va rien y voir. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de faire un entonnoir. Alors, cette partie-ci, c'est la partie la plus importante. C'est ce qu'on appelle l'aire d'accumulation. Et toute la partie ici, c'est ce qu'on appelle la jauge. On va d'abord devoir graduer notre jauge. Ça veut dire mettre des petits traits qui vont permettre de calculer la quantité de pluie qui est vraiment tombée dans notre pluviomètre. Pour ça, on va devoir calculer la surface de notre aire d'accumulation. Et ça, c'est très simple. C'est comme pour n'importe quel cercle. Regardez, je vais prendre une feuille blanche. Hop. Et je vais venir dessiner le contour de mon entonnoir. Je trace tout autour. Ça nous fait un joli rond que je vais venir découper. Et voilà, j'ai mon petit rond. Je vais le plier en 4. Regardez, ça va nous permettre de trouver le milieu de notre cercle. Hop, une fois comme ça et une fois comme ça. Je vais même faire un point là où les lignes se retrouvent. C'est le milieu de mon cercle. Et nous, ce dont on a besoin, c'est de la taille de notre rayon, c'est-à-dire de notre point jusqu'à une des extrémités du cercle. Vous pouvez voir, hein, je peux aller de n'importe quel côté, de toute façon la distance sera la même. Et puis je vais mesurer cette partie-là. Ça, c'est mon rayon. Il fait 4 cm. Pour calculer la surface, je vais devoir appliquer une formule, c'est-à-dire multiplier mon rayon par lui-même, donc 4 fois 4, et puis le multiplier par le nombre pi. C'est 3,14. Donc 4 fois 4 fois 3,14, ça fait 50,24. Et voilà, j'ai la surface de mon aire d'accumulation. Elle fait 50,24 cm². La pluviométrie, elle se calcule en millimètres d'eau tombée au sol. On va donc voir quel volume d'eau correspond à 1 mm de pluie qui tombe sur notre aire d'accumulation. 1 mm, c'est 0,1 cm. Donc, on multiplie simplement notre aire par 0,1. Et ça nous donne un nombre en centimètres cubes. C'est la même chose que les millilitres pratiques. Donc ici, 5,024 millilitres. On va arrondir, hein, disons 5 millilitres. Donc, à chaque fois qu'il y aura 5 millilitres d'eau dans mon pluviomètre, eh bien, ça correspondra à 1 mm de pluie. Ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais remplir cette jauge.
Chaque fois, avec ma seringue, je vais la remplir de 5 ml et puis je viendrai mettre la graduation. C'est parti? Alors, j'ai besoin de ma seringue. Hop, je vais mettre ça bien droit et je vais prendre de l'eau. Et voilà, on va commencer à remplir notre pluviomètre. Je vais remplir ma seringue de 5 ml pour notre premier trait. Bon, ici, je ne vais pas vous montrer, c'est un petit peu juste, hein. On va faire directement le deuxième trait parce que vous verrez beaucoup mieux. Et voilà, 5 ml. Et vous voyez l'eau qui arrive. Jusqu'ici, je vais faire mon deuxième trait et écrire 2. Et on continue comme ça. Ça va prendre un peu de temps, hein, je vous préviens. Hop. Un quatrième. Et le résultat, le voilà. J'ai mis ma jauge dans la partie basse de la bouteille et puis j'ai mis 2 petites attaches ici pour que ça tienne bien. Maintenant, il ne me reste plus qu'à aller poser mon joli pluviomètre dans un endroit dégagé et puis surtout, il faut que je le pose bien droit. Hein. Pfiou! Une bonne chose de faite! Et maintenant, mes questionnautes, quand vous aurez fait votre beau pluviomètre et que vous aurez trouvé un endroit où l'accrocher, envoyez-nous des photos, hein, nous on veut voir. Sam! Et si on allait à la mer pour accrocher le nôtre? Oui, c'est une trop bonne idée. Bon, les questionnautes, nous, on y va. À bientôt!